Salam alaikum, Azovlaoun, bonsoir. Nous sommes désolés pour ces quelques minutes de retard, pour un problème indépendant de notre volonté, comme on dit. Aujourd'hui, 24 ans après le coup d'État qui allait plonger le pays dans une atroce guerre contre les civils, la vérité sur les sombres dessous qui ont prévalu à cette tragique initiative reste encore à faire. Aucune enquête sérieuse n'a encore été entreprise jusqu'à ce jour. Et les mêmes qui sont derrière le carnage d'un quart de million de victimes continuent à ce jour de distiller de la désinformation, de menacer les témoins, de semer la confusion dans les esprits. Ils ont réussi, pour permettre à Bouteflika de prétendre à un deuxième mandat, alors, à imposer la fameuse charte pour la paix et la réconciliation nationale. Une loi auto-amnistiante, en fait, qui a fait des bourreaux des agents honorables de l'État et qui les a mis à l'abri de toute poursuite éventuelle, voire même de toute enquête. Et c'est là où l'on découvre que ces gens qui s'époumonnent aujourd'hui à crier leur innocence, dans le même temps qu'ils accusent leurs propres victimes, c'est à cette charte-là que leur mauvaise foi apparaît dans toute son ampleur, puisqu'ils ont fait en sorte que toute enquête sur leurs crimes soit illégale. L'enquête. Mais il faut dire les choses. Les putschistes n'ont pas commis leur forfait tout seuls, ni les crimes qui ont suivi le coup d'État. Ils ont eu des alliés nombreux, des nervis, des relais, des intellectuels se sont mis à leur service pour chanter leurs louanges, des journalistes aux ordres pour étouffer les cris des suppliciés et permettre aux assassins de masse de commettre le carnage quasiment à huis clos. Ces gens qui traitaient de qui-tu-quistes, quiconque osait seulement poser la question de qui tue qui, avaient le monopole de la parole, de l'expression journalistique, des tribunes nationales et même des tribunes internationales, de l'appui des BHL, des Glucksmann et autres Pasqua. Qui-tu-quiste, un qualificatif péjoratif donné par les éradicateurs à toute personne qui a tenté et qui tente toujours à ce jour de convaincre l'opinion que les crimes et les carnages commis par des islamistes armés ou des groupes non identifiés qui se faisaient passer pour tels ont été, pour nombre d'entre eux, pour la majorité d'entre eux, froidement planifiés par le système des généraux janvieristes. Les qui-tu-quistes, comme ils disent, ont attiré l'attention de l'opinion publique en Algérie et à l'étranger sur la pratique de la torture par les services de sécurité à grande échelle et en méthode systématique d'interrogatoire et de terreur. Les qui-tu-quistes, comme ils disent, ont dénoncé avec des arguments tangibles et des témoignages dignes de foi la pratique de l'enlèvement, de la séquestration, de la torture, de l'exécution sommaire de dizaines de milliers de citoyens, dont certains ont été largués depuis des hélicoptères, des gens parfois agonisants, largués dans les maquis, pour faire croire qu'ils ont été tués dans les maquis ou des islamistes qui se seraient entretués. Les critiquistes, comme ils disent, ont révélé à l'opinion que les services de sécurité qui ont usé de ces terribles méthodes de subversion ont poussé le raffinement jusqu'à ordonner l'assassinat de personnalités de la société civile, des intellectuels et des artistes parmi les plus estimés de la population et dont certains s'étaient pourtant résolument engagés aux côtés des généraux janvieristes. C'est grâce à ces qui-tu-quistes, comme ils disent, dont certains comme Ali Yahya Abdelnour, Hussein Ait Ahmed, Salah Din Sidhom, Salima Mellah, Salima Ghazali, François Gez, Armand Veilleux, Jean-Baptiste Rivoire, Lounis Aggoun et tant d'autres hommes et femmes que je ne peux pas tous nommer, que l'opinion publique internationale, c'est grâce à eux et à elles que l'opinion publique internationale put être alertée. La voix d'officier de l'ALN
hommes d'honneur et de devoir comme les officiers libres du Maol, révoltés par le sort terrible qu'une junte de criminels et de pillards faisait subir à leur peuple, apporta une caution décisive aux déclarations, aux révélations, aux cris d'alerte des cutuquistes, comme ils disent. Mais je n'irai pas plus loin. Je laisserai les invités et vous-même, à qui nous ouvrirons le standard pour vous exprimer sur la question. Je laisserai donc nos invités nous dire. Je ne vais pas tarder plus que je n'ai déjà tardé. Je vais vite recevoir mes invités pour pouvoir vous ouvrir le standard le plus tôt. Nous aurons avec nous aujourd'hui Montassar Oubatron, journaliste et chercheur en histoire, Farhat Maghlaoui, cadre du FIS, Hamlat Ramdan, ex-officier supérieur, et nous ouvrirons le standard comme on a dit, mais nous recevrons aussi, nous vous présenterons une courte interview du lieutenant-colonel Samarawi Mohamed qui a été réalisée par notre consoeur Samia. Montassar Oubatron, merci d'être avec nous encore une fois. Bonsoir. Bonsoir. Alors hier, Montassar Oubatron, vous n'avez pas donc pu aller jusqu'au bout du bref historique que vous nous faisiez sur les différents coups d'État, sous quelques formes qui se présentent, qui distinguent le régime algérien. Je vous laisse donc poursuivre. Nous en étions arrivés au coup d'État de Boumedienne contre Ben Bella. Voilà, c'est-à-dire que le coup d'État de Boumedienne est venu après ce qu'on peut appeler presque une guerre civile, après le coup d'État contre la volonté populaire du 25 septembre 62, quand la constituante a été cooptée et la parole n'a pas été donnée au peuple. Et depuis 1965, avec le coup d'État de Boumedienne et l'instauration d'un pouvoir sous une organisation qui s'appelle Conseil de la Révolution, qui était en majorité des militaires, jusqu'à pratiquement, il y a eu la première tentative de faire quelques élections municipales en 1967, et puis c'est resté comme ça jusqu'à pratiquement 1976, où il y a eu entre guillemets des élections parce que c'était dans le cadre du régime d'un parti unique. Donc toutes les tentatives de coup d'État qu'il y a eu étaient dans le système, et ça a touché plus à une personne qui est le président ou un petit groupe, mais elle ne visait pas de changement de régime ou changement de système. Je rappelle qu'il y a eu, après juste 65, la tentative qui a échoué de Tahazbiri du 14 décembre 1967, et puis tentative peut-être en 68, au mois d'avril, d'assassinat contre le président Boumedienne. Il a été touché au niveau de la lèvre ou la moustache, et son chauffeur, Haïti Merzoug, a reçu quand même 3 balles, et c'était l'attentat qui était dirigé par le commandant Mellah. Et tous ces attentats, parce qu'on a eu la chance d'interroger, comme Ali Mellah, le pourquoi, ils ont dit que Boumedienne faisait rapprocher de lui ce qu'on appelle les officiers de l'armée française. Donc, dans tout ça, pour moi, je pense que le coup d'État de janvier a couronné, si vous voulez, une série de coups d'État qui a commencé depuis. Vous voulez dire le coup d'État de janvier 92? Oui. D'accord. C'est-à-dire cet attentat, il a commencé. Attendez, Montassar Oubatron, avant d'arriver là, oui. Au sujet de la démission de Chedli, beaucoup de rumeurs a circulé comme quoi il aurait été poussé à la démission, mais son frère et sa femme nous apprennent qu'il a démissionné de son propre gré, mais sa femme apporte plus de précisions. Elle nous dit qu'il a démissionné de son propre gré, oui, mais c'était parce qu'il refusait de cautionner le coup d'État. Personnellement, je trouve que cette approche est plus réaliste. Parce qu'au fond, Chedli Mejdid, pour le processus électoral, s'est porté garant. Il a organisé les élections de décembre 1991
une année après celle des municipales qui a été gagnée par le fils. Et je pense que la tentative de coup d'État contre Chadli était avant. Et je vais vous donner quand même une révélation parce que j'ai participé dans un journal qui s'appelle le Mouakat, le Mouhaq Sirri, et où on devait publier une interview de Chadli Ben Jdid. L'interview n'est pas si fraîche. Et personnellement, j'étais pour commenter une scène qui s'est passée avant, lorsque le président Chadli avait reçu Khaled Nazar, et Khaled Nazar lui parlait Sid Raïs. Alors le président qui avait des informations de services étrangers, je crois les Russes et Italiens, des informations qui font part de la préparation d'un coup d'État contre lui. Alors quand Nazar a commencé à parler, Chadli lui a dit textuellement: je sais que vous êtes en train de préparer un coup d'État. Il lui a dit en arabe, nous qu'il a dit Barbi. Si vous voulez que je parte, je pars. Mais il n'est pas question de faire couler du sang. Et je me souviens que, en entendant ça, le général Nazar, il a eu presque un AVC. Il a été transféré en Suisse. Après, pour publier cette information déjà en... Montassaro Batron, d'après vous, Chadli Ben Jdid avait peur pour sa vie ou il avait peur pour le pays que le coup d'État dégénère en aventure sanglante? C'est-à-dire que le président ne voulait pas de sang, il voulait des élections. Et en plus, il faut dire que le fils a contribué aussi dans ce jeu parce qu'il y avait une terreur. Si on se souvient du contexte, on avait commencé à voir des images de commando, comme vous l'avez si bien dit hier, on a commencé à parler, à conseiller aux gens de changer d'habitude vestimentaire, voire culinaire. Il y a eu quand même des phrases comme quoi que les intellectuels, on va les emmener au Soudan. Je crois que une partie du moins du pouvoir a essayé de faire peur à la société et elle a réussi dans un certain sens. Et même les résultats, si on voit, le fils a eu 188 sièges au premier tour, c'est-à-dire c'était et c'est vrai qu'il était en ballottage favorable pour le deuxième tour pour avoir la majorité écrasante, mais c'était une question de jeu. Le pouvoir a voulu organiser la répartition électorale pour qu'il puisse rafler la mise. Donc ça a mal tourné pour lui et c'est pour ça qu'on trouve le fils avec 188 sièges, avec presque 3 millions de voix. En deuxième position, le FFS avec 25 sièges, avec 500 000 voix, et le FLN avec 1,5 million de voix, ne prenant que 15 sièges. C'est-à-dire, précision de taille, Montassaro Batron, pour une fois que les élections ont été relativement honnêtes, transparentes, le FLN n'a eu que 13 sièges. Oui. Alors, avant d'arriver au coup d'État de 92, le général Betchin vient de révéler que le général Zarwal, Yamin Zarwal, lui aussi a été démissionné, qu'il a été poussé à la démission et qu'en l'occurrence c'est donc un coup d'État aussi. Personnellement, j'en suis persuadé. C'est toujours le même processus du coup d'État qui a commencé avant l'indépendance et qui s'est achevé totalement en 1981, voire 92. Et l'analyse de Brahimi, l'ex-chef, l'ex-premier ministre, est pertinente puisque lui-même était officier. C'est vrai qu'il faisait partie d'une élite qui s'est formée en Orient, mais qui s'est opposé à ce groupe de ce qu'il appelle lui les DAF, les déserteurs de l'armée française. Et c'est comme ça qu'ils ont même participé dans le coup d'État de Tahasbiri. Et ils l'ont pas accompagné parce qu'ils savaient qu'ils n'allaient pas réussir. Donc ils se sont rapprochés, et leur réussite totale a été permise en 1992 justement avec ce coup d'État. Justement, ce coup d'État, il est venu où l'Algérie est passée au multipartisme juste après la constitution de 1989. Donc ce n'est plus le genre de coup d'État qui était avant intra-système.
Maintenant, c'était pour empêcher. Et on a gonflé le fils et on a fait peur à la société. Il y a eu quand même quelques attentats. On se souvient, c'était terrible. Des fois, des maisons de femmes qui brûlaient à Ouergla, la fameuse attaque de Gmar. Si on se souvient. Et malheureusement, je pense qu'hier, en entendant Haddam, lui-même, il était accusé d'avoir déclaré concernant l'attentat terrible qui a eu lieu en janvier 95 au commissariat de l'arrêt Miroche. Je ne sais pas s'il l'avait dit vraiment, ou c'est la presse qui lui a collé, mais on a entendu, on était furieux de dire que c'est normal et qu'en fin de compte, Dieu reconnaîtra les siens et des sorties. Hier, j'étais content d'entendre dire autre chose, de dire qu'il est foncièrement contre la violence pour le pluralisme. On peut reprocher au fils de ne pas avoir expliqué à temps. D'ailleurs, vous avez parlé de Zerouane, je suis d'accord, il est même parti en prison. Ils ont demandé une condamnation de la violence qu'on n'a pas entendue. Alors, moi j'aurais voulu que vous lui posiez la question hier quand il était avec nous, Anwar Haddam. Oui. Vous étiez tous les deux présents. Le mieux aurait été de lui poser la question. Mais sinon, je vous laisse dire ce que vous avez à dire et on lui posera la question la prochaine fois qu'il sera avec nous. Sur ce sujet. Hier, parce que c'était pas possible. Vous avez vu la répartition du temps. Mais moi, je suis content. Je suis content que les gens des fils, ils le disent carrément, qu'ils respectent la volonté populaire, qu'ils sont contre la dictature, contre le putsch, contre la violence. Eh ben, légitimement, ils méritent d'être élus. Mais plus que ça, Montassar ou Betron, je me permets de vous interrompre parce que c'est très important ce que je vais dire. Les Algériens nous écoutent. Les leaders du fils. Moi, je ne suis pas islamiste, je le dis pour que les gens comprennent bien. Et je ne suis pas, comme disent certains, un journaliste de service chargé de blanchir les islamistes. Je suis dans leur chaîne pour les blanchir. Je rassure tout le monde. Moi, je suis un progressiste, je suis un homme de gauche. Je ne crois pas en l'islamisme, je le combattrai sur le plan des idées. Mais il n'en demeure pas moins que les islamistes, les leaders islamistes, ont demandé une enquête intégrale, équitable, totale sur ces événements et ils ont dit que si l'enquête est sincère et que s'il y a une justice vraiment indépendante, ils étaient prêts à passer en justice et à rendre compte. Or, que les généraux, les barons du régime, la junte, elle a fait le contraire. Elle s'est faite auto-amnistier par une charte nationale qu'ils ont fait passer par un référendum scélérat et ils refusent toute enquête vraiment objective et vraiment indépendante. Absolument. Voilà. De toutes les façons, il n'y a pas de réconciliation sans vérité. Voilà, exactement, absolument. On a vu l'exemple de l'Afrique du Sud. Tout doit se faire d'abord la vérité, toute la vérité, et puis on peut voir justement d'éventuels pardonnés, on peut passer l'éponge, mais jamais sans la vérité et la vérité totale. On ne construira rien du tout. Et personne n'est gagnant dans cette affaire. Celui qui a fait doit payer. S'il y a des criminels qui ont tué des Algériens, je ne sais, oui, qui ont les mains sales, je ne sais pas pourquoi les protéger. C'est un crime du point de vue moral, religieux, juridique. Ça ne doit pas exister. Montassar Betron, merci infiniment. Merci pour votre participation en espérant vous revoir bientôt. Avant de recevoir nos deux autres invités, Farhat Mghlaoui, cadre du FIS, et Hamlat Ramadan, ex-officier supérieur, nous allons écouter cette courte interview de Mohamed Samraoui. Bonjour Monsieur Samraoui, vous étiez officier supérieur, un des adjoints du numéro 2 du DRS. Vous étiez donc parfaitement au courant de ce qui se tramait. Selon vous, quels ont été les principaux décideurs du coup d'État de 1992 ? Tout d'abord, merci de m'avoir invité. Bonjour à vous. Et je passe directement à la réponse. Le coup d'État de janvier 92, il a été l'œuvre principalement de trois bonhommes. Le général Khaled Nassar en tant que ministre de la Défense, le général Arbi Belkhir qui était ministre de l'Intérieur et l'une des têtes pensantes de ce coup d'État,
Et la troisième personne, c'est Mohamed Al-Ammari, qui était la force de frappe de ce trio. Bien sûr, il y a d'autres personnalités, notamment des généraux, qui ont pris part à cette initiative. Je cite entre autres le chef d'état-major de l'époque, Abdelmalik Gnezia, Abbas Zahid, qui était le directeur de la gendarmerie nationale. Il y avait les deux théoriciens, que j'appelle les théoriciens parce que c'est des gens qui ont tout préparé pratiquement, c'est Mohamed Ouati et Abdelmajid Tariq. Abdelmajid Tariq, si mes souvenirs sont exacts, il était responsable des forces navales à l'époque. Et bien entendu, les exécutants, il y avait le colonel Toufir en tant que chef du DRS, le lieutenant-colonel Smaïl Ammari qui était responsable de la sécurité du contre-espionnage. Et il y avait Brahim Foudil Sherif qui était l'adjoint de Mohamed Al-Ammari qui était le commandant des forces terrestres à l'époque. Et puis, il y avait ce que je considère comme faisant partie de l'intendance ou de la logistique, comme les généraux Genouhat, qui était le responsable de la première région militaire, Djouedi, celui de la 4e, et avec tout ce beau monde, il faut quand même signaler, préciser qu'il y avait 3 civils qui ont pris part, qui sont plus ou moins impliqués dans ce coup d'État. Il s'agit de Sid Ahmed Darzali, qui était le Premier ministre, chef du gouvernement. Il a été mis au parfum dès le départ. Il y avait Boubacar Belkaïd, qui était ministre de l'Information à l'époque, qui a pris une part prépondérante. Et accessoirement, il y avait aussi Ali Haroun, donc c'est l'un des protagonistes qui ont participé à la mise en place de ce coup d'État. Quel était l'état d'esprit des officiers supérieurs de l'armée quand ils ont su ce qui avait été décidé? Bon, l'état d'esprit, c'est un gros mot, parce que l'armée, elle est traversée par les mêmes courants que la société algérienne, donc on y trouve des patriotes, on y trouve des gens sincères, on y trouve des opportunistes, on y trouve des gens de gauche, on y trouve des islamistes. Et puis, lorsqu'on embrasse une carrière militaire, on aspire à un certain niveau. Le problème, je vais donc vous résumer par une métaphore l'état d'esprit qui régnait à l'époque au niveau de l'armée. C'est-à-dire, lorsque la préparation du coup d'État était déjà instiguée, était déjà mise en œuvre. Bon, je vais reprendre une citation de Saint-Augustin qui résume parfaitement l'état d'esprit de l'armée, des officiers supérieurs. Et voilà ce qu'il dit Saint-Augustin. À force de tout voir, on finit par tout supporter. À force de tout supporter, on finit par tout tolérer. À force de tout tolérer, on finit par tout accepter. Et à force de tout accepter, on finit par tout approuver. Voilà un petit peu l'état d'esprit de l'armée. Donc, sans jeter la pierre ou faire quoi que ce soit d'amalgame ou de méchanceté, disons, il y avait de tout. Donc, les gens étaient honnêtes, l'armée, elle était républicaine, ça c'est incontestable. Les gens, ils ont été plus ou moins manipulés. Et puis, au niveau de l'armée, vous savez, l'article 1 de l'armée, le chef a toujours raison. L'article 2, même s'il a tort, il faut se référer à l'article 1. Donc, les chefs, à l'époque, c'était ça. Et il fallait faire ce qu'ils disaient. Voilà. La France a officiellement condamné le putsch, mais nous savons aujourd'hui qu'elle a donné son feu vert. Pouvez-vous, Monsieur Samraoui, nous en dire plus? Oui, mais avant de parler de la France, il faut préparer de toute la préparation qui va avec. Hein. Parce que je vais vous donner des preuves comme quoi effectivement c'était un coup d'État et non pas autre chose. Hein. On ne peut pas minimiser. C'est vrai, on parle d'interruption du processus électoral, mais interrompre un processus électoral en transgressant la loi fondamentale, en transgressant la volonté populaire,
Donc, ça ne peut pas être autre chose qu'un coup d'État. Ceci d'une part. D'autre part, bien sûr, la France, elle ne peut pas supporter du coup d'État, donc elle a fait semblant de le condamner, mais en parallèle, il y avait des réseaux de Smaïl Ammari qui avaient ce qu'on appelait la France-Algérie à l'époque, avec Philippe Rondeau. D'ailleurs, il était sur place entre le 4 et le 11 janvier. Il était à Alger, au bureau du général Abdel Belkhir, qui était ministre de l'Intérieur à l'époque. Donc, il était en contact permanent avec Smaïl Ammari. Et il y avait Charles Pasqua qui a quand même des affinités avec le lobby algéro-français. Il y avait Yves Bonnet qui a œuvré pour la création de rapports d'une certaine coordination, d'une coopération entre les services algériens et la DST française. Et il y avait Martiani qui était connu comme étant un des hommes de Pasqua. Et c'est un petit peu là où il y a un petit peu de politique, un petit peu de mafia, un petit peu de trafic, un petit peu de tout, quoi. Et c'est ce lobby-là qui a fait en sorte d'aider en sous-main les généraux algériens qui ont commis de coups d'État. Vous savez, en politique, ce sont des choses qui se font d'une manière normale. Par exemple, aujourd'hui, l'Arabie Saoudite qui bombarde de Yémen, on fait semblant de condamner, on fait semblant de dénoncer, mais on ne prend aucune action, aucune mesure concrète. Israël qui bombarde la bande de Gaza, qui tue des civils, on fait la même chose, on crie à l'indignation, on condamne, on fait ceci, cela, mais concrètement, rien n'est fait. Si c'est un pays qui ne fait pas partie de la sphère amicale, disons entre guillemets, donc là, il y a l'embargo, on met en place tout un dispositif de mesures, de sanctions contre ces pays-là, etc. Donc, et puis, on voit, il y a eu même une intervention militaire, comme c'est le cas pour l'Irak, comme c'est le cas pour la Syrie actuellement, ou dans le cas de l'Ukraine. Donc, c'est l'hypocrisie ambiante de certaines capitales. Et puis, il faut ajouter à cela que le lobby franco-algérien, ce sont des réseaux, hein, pas des lobbies, enfin des lobbies, des réseaux, ça va de pair. Ils ont quand même mené une action auprès des capitales occidentales, Londres, Bonn, Madrid, Paris, bien sûr, et Rome, pour dire, voilà, l'armée algérienne, si elle a interrompu le processus électoral, c'est pour empêcher des intégristes de mettre en place une république théologique à l'image de l'Iran, etc., du Soudan. Donc, ils ont joué sur la peur, sur la peur. Et puis, la France, pourquoi elle a condamné, puis elle l'a soutenu? Elle a condamné parce qu'elle était obligée de le faire. Elle a soutenu parce que ses intérêts ont été préservés. Donc, Mitterrand a eu, le gouvernement français a obtenu des assurances pour que ses intérêts ne soient pas hypothéqués, pour que ses intérêts soient préservés. Donc, voilà d'une manière générale quel a été le rôle de la France avec le push. D'un côté, on condamne, on fait semblant de condamner, et d'un autre côté, on soutient, et puis ils ont une carte pour tenir ces généraux-là, pour les faire chanter quand ils auront besoin de n'importe quoi, de marché, donc ce qu'on appelle, ils font usage, ils usent de la carotte et du bâton. Voilà. Et 24 ans plus tard, quel bilan pourriez-vous faire? Oh. Le bilan, malheureusement, il est là.
Le bilan, c'est les Algériens qui quittent leur pays. C'est les Haragas qui meurent par milliers en voulant quitter l'Algérie. Bon, heureusement, il y a eu la Providence avec les prix du pétrole qui, pendant les 10 dernières années, qui ont sauvé un petit peu les apparences. Il y a eu pas mal de logements, donc on a pu acheter la paix sociale, on a pu apaiser un petit peu les esprits. Il y a eu pas mal de réalisations, certes, donc, mais c'était des mesures en trompe-l'œil. Donc on a essayé de faire du replâtrage sans réaliser quelque chose de foncier. On n'a pas amélioré le fond. Il y a eu un recul en matière de droits de l'homme, il y a un recul en matière de liberté. Donc on ne peut pas être fier, on ne peut pas être content de ce qui s'est passé depuis les... Et puis on a deux classes. Une classe dirigeante avec une opulence criarde et la grande masse du peuple qui vit dans la misère. Et le résultat, c'est, on le voit, 24 ans après, c'est la nouvelle loi de l'avant-projet de la Constitution avec son article 51 qui porte le sceau de l'infamie, de l'ignominie et de l'abjection. Voilà où on va. On va vers la division des Algériens et ça faisait partie de leur méthode de travail, de leur stratégie, diviser pour régner. Donc ils ont essayé de diviser entre islamistes et laïcs, puis à partir de 2001 entre Amazirs et Arabes, puis plus tard entre Mozabites et Arabes, et c'est ainsi de suite. Et c'est ainsi de suite. Donc à chaque fois, on divise, on divise, on divise, et je trouve ça malheureux et honteux parce que les inspirateurs d'un tel article sont un petit peu à l'image de la médiocrité ambiante, de l'incompétence qui règne à l'heure actuelle au niveau de l'Algérie. Merci, Monsieur Samraoui, d'avoir accepté notre interview. Allez, au revoir. Merci à Mohamed Samraoui, officier supérieur qui a quitté les rangs de l'armée algérienne parce qu'il était contre ce qu'il avait vu de ses propres yeux, ce qu'il savait. Un homme d'honneur comme d'autres qui n'avaient pas accepté. Il aurait pu finir une carrière comme général-major ou plein de privilèges. Je sais personnellement qu'il ne roule pas sur l'or en ce moment, qu'il a beaucoup de problèmes, qu'il affronte la vie, qu'il est obligé de travailler chaque jour pour pouvoir vivre et faire vivre sa famille. Il a préféré ses difficultés au déshonneur. Nous le remercions d'avoir accordé cette interview en exclusivité à Al-Magharibiya. À présent, je reçois Farhat Maghlaoui et Hamlet Ramdan. Farhat Maghlaoui, merci d'avoir accepté notre invitation. Farhat Maghlaoui. Attendez, Farhat Maghlaoui, on ne vous entend pas. Farhat Maghlaoui. Il semble qu'il y ait un problème. Je reviens à Farhat Maghlaoui dans un petit moment. Nous allons donc recevoir Hamlet Ramdan. Hamlet Ramdan, est-ce que vous êtes avec nous? Hamlet Ramdan. Oui, je vous entends, je vous écoute. Hamlet Ramdan, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi, Monsieur Jamel. Je sais que ce n'est pas très facile dans votre position et nous vous en remercions d'autant plus. Hamlet Ramdan, une question à vif comme ça. Pour vous, est-ce que l'interruption du processus électoral de janvier 1992 est un coup d'État? Tout d'abord, Monsieur Jamel, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vos invités. Bonsoir, merci. Et aux chers téléspectateurs. Merci. Je suis mal placé et je n'ai pas l'expérience du grand Aït Ahmed. Aït Ahmed, c'est un grand politicien.
c'est quelqu'un qui a lutté contre le terrorisme, contre plutôt le colonialisme durant toute sa vie. Et il a tout le temps aussi défendu la démocratie depuis l'indépendance de l'Algérie. Donc, si Aït Ahmed a qualifié le mois de janvier, ce qui s'est passé au mois de janvier 92, de coup d'État, moi je ne peux pas dire le contraire. Moi je ne suis qu'un petit sur le domaine politique par rapport à M. Aït Ahmed. Mais Hamlet Ramadan, vous êtes un officier supérieur, lieutenant-colonel à la retraite. Non, vous êtes connu pour vous faire de la politique, pour vous être investi sur la scène politique. Vous craignez pour votre pays, vous vous assumez. Pourquoi recourir au parrainage moral d'Aït Ahmed pour qualifier le coup d'État de coup d'État? Écoutez, je corrige. Moi, je suis colonel à la retraite et non pas lieutenant-colonel. Ah, pardonnez-moi, excusez-moi. Je vous en colonel plein, comme disent les militaires. Non, ça, colonel plein, je ne sais pas d'où ils ont ramené ce qualificatif. Mais en tout cas, colonel. Merci, Hamlet Ramadan, pour la correction. Pourquoi? Parce que pour la simple raison, d'abord que je n'ai pas l'expérience d'Aït Ahmed dans le domaine politique, de un. De deux, je n'ai pas aussi son niveau intellectuel et je n'ai pas son parcours patriotique. C'est quelqu'un qui est très très chevronné en matière de politique. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. C'est quelqu'un qui a côtoyé de grands messieurs à travers le monde. Donc moi je ne peux que m'aligner à son point de vue. Voilà, c'est tout. C'est pour cela que j'ai pris comme exemple Aït Ahmed par rapport à janvier 92. Très bien. Hamlet Ramadan, une autre question aussi délicate, j'allais dire. Les leaders du FIS dans leur ensemble et de façon formelle... Je vous entends mal, monsieur Djamel. Vous m'entendez pas? Non, je vous entends, mais très mal. Ah, c'est dommage, j'espère que les techniciens vont... Je vous entends mieux, essayez de me donner, de répondre, de parler un peu haut. De me reposer la question. Alors, j'aimerais savoir, les leaders du FIS ont reconnu, ils ont dit publiquement qu'il y avait une nécessité de faire une vraie enquête. Ils l'ont même revendiqué. Et ils se sont dit prêts à comparaître devant une justice indépendante s'il leur été reproché d'avoir été mouillés dans la tragédie nationale. Ils sont prêts à comparaître en justice à la seule condition qu'il y ait une enquête impartiale et une justice indépendante. Chose que les membres de la junte refusent totalement, puisqu'ils ont mis en place une loi, la Charte pour la réconciliation nationale, qui interdit non seulement de faire référence à ce qui s'est passé, et même de faire des recherches, ne serait-ce qu'universitaires. Quel est votre avis sur cette question? Écoutez, moi je suis pour la transparence et j'aimerais bien que toute la lumière sera faite sur ce qui s'est passé réellement en janvier 92 d'abord. Ensuite, les responsables sur les événements, je dirais, tragiques qui se sont déroulés durant toutes les années 90. Ça, je suis convaincu. Je suis pour la transparence et la tolérance. Et maintenant, s'ils ont mis un barrage avec cette réconciliation nationale, bon, la réconciliation nationale, il faut la prendre du bon côté. Mais chose est certaine qu'elle n'a pas abouti à toutes les solutions. On a toujours quelques problèmes qui sont en suspens. On prend par exemple le dossier des disparus. Il faut qu'on en finisse avec ce dossier. Les parents des disparus, ils ne cherchent absolument rien du tout. Ils cherchent une seule chose, avoir des informations sur les membres de leur famille. Maintenant, bon, on doit assumer si entre ces gens-là, entre ces disparus, il y a des gens qui sont décédés, qu'on mette la lumière, qu'on dise aux parents que la yarhamhum et on règle leurs problèmes administratifs.
Maintenant, s'il y a d'autres qui sont emprisonnés, il faut aussi trouver une solution à ces gens-là. Il y a aussi le dossier des prisonniers politiques. Il faut qu'on cherche des solutions à ce dossier. Donc, tout le monde a raison de demander une enquête pour faire toute la lumière sur tel ou tel dossier. Moi, je suis entièrement d'accord avec ça. Mais la seule chose que je ne comprends pas ces derniers jours, c'est cette sortie médiatique du général Khaled Nazar, et il est à son énième sortie médiatique. Je ne sais pas pourquoi à chaque fois il fait recours à la télévision ou à la presse écrite. Je ne sais pas pourquoi il a écrit 6 ou 7 livres pour se désinculper et démontrer au peuple qu'il est innocent de ce qui s'est passé durant les années 90. Je pense qu'il n'a pas besoin de tout ça pour le faire. Ça d'un côté, et d'autre côté, surtout les 3 ou 4 épisodes qu'on a vus sur la chaîne Shuruq News, où il tire sur tout le monde, il essaye de responsabiliser tout le monde sur ce qui s'est passé en 92. Je suis pas l'avocat de Hamrouche, ni de Belkhadem, ni de Betchin, mais Hamrouche, il n'était qu'un chef de gouvernement, et quand il accuse c'est lui qui a décidé. Il a donné l'ordre d'ouvrir le feu sur la foule. Moi, je lui pose la question. Il a ordonné qui? Il a ordonné le responsable qui s'occupait du maintien de la paix au niveau de la wilaya d'Alger, et c'était bien Khaled Nazar. Est-ce que Hamrouche peut réellement donner des ordres à Khaled Nazar? Donc, il y a ça. Il y a aussi d'autres accusations qui ont été faites à l'encontre de quelques cadres de la nation qui étaient au centre de prise de décision à l'époque. Moi, en toute sincérité, je n'arrive pas à comprendre ces tirs croisés entre ces généraux par voie de presse interposée. Et maintenant, ça joue au profit de qui? Est-ce que c'est le bon moment pour faire tout ça, pour dénoncer, pour accuser Betchem ou autre? Donc, je ne sais pas, je ne comprends pas cette sortie médiatique. Maintenant, il y avait des gens tels que Khaled Nazar et des hauts responsables de l'institution militaire ou même dans les institutions, dans le gouvernement ou à la présidence, et ils ont pris des décisions à l'époque qu'ils assument, mais à condition qu'ils laissent l'armée en tant qu'institution en dehors de ce conflit. Parce que l'armée en tant qu'institution n'assume, on ne peut pas l'accuser de n'importe quoi. Nous allons revenir sur cette question dans un moment. Je suis désolé de vous interrompre, Hamlat Ramadan. Nous devons, pour une raison technique, observer un petit intermède de quelques instants et nous revenons donc à notre discussion. À tout de suite.